Chers auditeurs, vous prêtez l'oreille au 66e entretien rivarolien, celui de juin 2025. Le mois de juin est dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Et je suis en présence du directeur de Rivarol, M. Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonjour Florian, bonjour à tous. Nous sommes accoutumés aux événements quelque peu funestes. Alors pouvez-vous entamer cet entretien en parlant de ce meurtre d'un collégien, coup de 7 sur 1, n'est-ce pas, contre une surveillante. Donc tout me tombait à l'occasion. Qu'est-ce que ça vous inspire après cet énième... Eh bien, je constate que ce genre de faits divers atroces se multiplient. On en a eu plusieurs ces dernières années. Là, il s'agit, le mardi de la Pentecôte, c'était le 10 juin, un collégien de 3e qui, ayant pris chez ses parents un couteau, le plus gros couteau qu'il ait trouvé, je crois une lame qui faisait plus de 20 cm de long, a poignardé mortellement, a donné, je crois, 7 coups de couteau à une enseignante, à une surveillante de 31 ans, qui est décédée d'ailleurs des suites de ses blessures sur le lieu même du collège. C'était à Nogent en Haute-Marne. Et donc c'est un élève qui a que 14 ans, ce qui est très jeune. Et je rappelle qu'il y a eu déjà, il y a quelques mois, alors là cette fois-ci c'était un jeune homme, un certain Owen en Essonne, qui avait poignardé, je crois, plusieurs dizaines de coups de couteau. Il s'était acharné sur la fillette, une fillette de 11 ans. Donc c'est arrivé ça en février dernier, le 7 février dernier de cette année, dans l'Essonne. Et puis il y a 2 ans, vous vous rappelez sans doute, il y a eu à Saint-Jean-de-Luz un élève qui je crois était un élève de seconde qui a également poignardé mortellement avec également un couteau de cuisine qu'il avait pris chez son père la veille au soir, son enseignante d'espagnol. À Saint-Jean-de-Luz, c'était le mercredi des Cendres, le 22 février 2023. Et donc, et ce qui est frappant, c'est que dans le cas de l'Essonne, et comme dans le cas de Saint-Jean-de-Luz, il s'agissait les 2 fois d'un Français de souche. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un djihadiste, voilà. Et alors, dans cette affaire-là, je ne sais pas. Ce qui est moins commun, mais... disons que c'est affolant, parce que ça prouve qu'il y a une barbarie des mœurs et des comportements. Et chez des jeunes adolescents, parfois encore quasiment des enfants, des jeunes de plus en plus jeunes, c'est assez effrayant. Parce que seconde, il a environ 16 ans, et troisième, 15 même. Oui, 14 ans il avait. Il avait encore atteint les 15 ans. Alors, ce qui est encore plus frappant, c'est que ce jour-là, ce matin-là, il y avait la gendarmerie qui était là, ce qui prouve que le fait qu'il y ait la gendarmerie et la police, ça n'empêche rien du tout, qui était là pour la fouille des sacs et des cartables. Et ce qui est encore plus piquant, si j'ose dire, dans l'affaire, c'est que cet élève était, je cite, ambassadeur anti-harcèlement. Donc on croirait un gag, voilà. Alors il avait quelques renvois temporaires, parce qu'il avait déjà été un petit peu violent, insolent, etc. Ce qui est frappant, c'est que dans la garde à vue qui a suivi donc ce meurtre, il n'a exprimé aucune compassion, aucun regret pour la victime, comme si la vie humaine n'avait, on dit les dépêches, et a dit le procureur, comme si la vie humaine n'avait aucune importance pour lui. Et ça, je trouve que c'est quand même très frappant. Alors on a dit qu'il était quand même addict de jeux vidéo violents, très violents. Et je constate que dans les différents meurtres qui se sont déroulés, ceux que j'ai cités, c'est un thème assez récurrent. L'Essonne, et donc cette fois-ci la Haute-Marne, à chaque fois on retrouve ces jeux vidéo violents. Donc ça n'est quand même pas un hasard. Pas oublier que moi je n'ai jamais joué à des jeux vidéo, c'est pas tout à fait ma génération en plus, mais je crois savoir que dans ces jeux, on a le droit à plusieurs vies, et que finalement, avec ce mélange du virtuel et du réel, surtout si on y passe des heures entières chaque jour, eh bien, il peut y avoir une confusion entre le réel et le virtuel, et on peut penser que dans la vie ordinaire, entre guillemets, dans la vraie vie, on peut avoir plusieurs vies finalement. Bon. Et de plus, cette violence, la violence des jeux vidéo, comme la violence de la pornographie, dans un certain nombre de films, de séries, etc., de spectacles divers, évidemment, surtout si c'est à répétition, que ça prend une part très importante de son emploi du temps, si j'ose dire, de sa vie, ça va avoir des conséquences absolument cataclysmiques. Et donc c'est quand même très frappant de constater que il n'avait aucune compassion, parce que déjà c'est horrible de commettre cet acte, mais qu'après il n'y a même pas un retour sur soi-même, et que d'un seul coup, quand on se rend compte de l'horreur de ce qu'on a fait, c'est quand même assez saisissant. Et même plus la conscience du péché, c'est une société
tout à fait. Et un certain nihilisme, enfin ça va loin. Quoi, ça va très loin, mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous voulez quand j'ai appris cet acte, comment voulez-vous quand les pouvoirs publics favorisent l'avortement, le constitutionnalisent, c'est-à-dire le grave dans le marbre du texte fondamental, alors qu'il s'agissait l'avortement c'est une boucherie, d'éliminer des bébés par centaines de milliers par an, et que maintenant type de boucherie là. Voilà, exactement. Et que maintenant on veut se débarrasser des vieux. Il est certain que, qu'est-ce que vous voulez, la valeur de la vie humaine, elle en prend un coup, forcément. Quand les pouvoirs publics font des choses aussi abominables, avortement de masse et bientôt euthanasie de masse, donc je pense que c'est la vie humaine n'est plus respectée. La vie humaine elle est plus sacrée. De façon générale, quoi. Forcément. Donc ça, si vous voulez. Vu qu'elle était reflet de Dieu dans les sociétés chrétiennes, il fait quand même. Oui, est-ce qu'on considérait que, à juste titre, que c'est Dieu qui donne la vie, Dieu qui la retire. Mais là, il est évident qu'à partir du moment où on n'est plus du tout là-dedans, qu'on décide de soi-même, en quelque sorte, de qui on veut éliminer, donc on élimine les bébés qui ne nous plaisent pas, parce qu'on a un projet professionnel, parce qu'on considère qu'on n'a pas une situation aisée, parce qu'on n'en veut pas, parce que ça gêne dans la vie que l'on veut avoir, pour les sorties, etc., pour toute autre raison. Bon, l'homme devient une espèce de mammifère, enfin c'est... c'est-à-dire que ce sont des barbares derrière leur ordinateur, quoi, voilà. Et donc, et ces barbares-là ne sont pas forcément systématiquement halogènes, vous voyez, ça peut être des gens même de chez nous. C'est ça qui est peut-être quelque part encore plus effrayant, parce que finalement, il y a encore quelques décennies, on pouvait penser que en résolvant la question, certes très importante, très grave, de l'immigration, finalement la société pouvait rester assez saine. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. C'est-à-dire que même si la question de l'immigration est réglée, ce qui est de toute façon aujourd'hui une hypothèse d'école, mais de toute façon, je ne suis pas sûr que ça changerait grand-chose finalement. C'est-à-dire que le mal est tellement profond, l'étendue du mal est telle aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, regardez le Gay Pride, c'est quand même très blanc, globalement. Bon voilà, c'est la décomposition, si vous voulez, de la société, des familles, toutes les structures est telle aujourd'hui que malheureusement, on est dans une situation, comme vous disiez très justement, de nihilisme, de barbarie des mœurs et des comportements, et qui va crescendo. Mais je constate que tous les politiciens ne peuvent être qu'impuissants face à ça, parce que de toute façon, quand bien même, comme j'ai entendu que ça pourrait être fait, qu'on interdise aux mineurs d'acheter des couteaux, oui, mais le problème c'est que tout le monde a des couteaux de cuisine, y compris des couteaux très longs pour couper la viande, couper le pain ou autre chose. Bon, donc c'est très facile de prendre dans la cuisine, et c'est ce qui s'est passé. Dans le cas de Saint-Jean-de-Luz, comme dans le cas de dans le cas de l'Essonne, et comme dans le cas de la Haute-Marne, c'était des couteaux de chez eux, quoi. Voilà, ils ont trouvé chez leur père ou chez leur mère. Voilà, donc ça n'est pas la solution. Et même mettre un policier ou un gendarme devant chaque élève, on voit bien que c'est quelqu'un qui est déterminé, et ça n'empêche pas que le crime se fasse. C'est un petit peu comme la caméra de surveillance. On a une preuve après coup, mais ça n'arrête pas. Mais avec un couteau, le temps qu'on se rend compte, on a le temps de faire du dégât quand même. Voilà, donc surtout si la personne est déterminée, et même des portails destinés à contrôler les éléments métalliques qu'on peut avoir dans un sac ou autre, mais il suffit que le couteau soit pas en métal, puis en céramique par exemple, et puis même de toute façon, s'il le sort, de toute façon avant d'aller sur le portail, il peut faire du dégât. Voilà. Donc il n'y a pas de solution de toute façon miracle, il n'y a même pas de solution du tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la société... À part une rééducation générale. Oui, il y a un ensauvagement de la société qui est tel, mais vous voyez le problème aussi, je reviens toujours à ça, je suis désolé de me répéter, mais l'enseignement n'est-elle pas une forme de répétition? En réalité, qu'est-ce que vous voulez, à partir du moment où on a enlevé Dieu des consciences, des institutions, de la société, les conséquences, elles sont quand même considérables. Il est bien évident qu'autrefois, quand on croyait et à l'enfer si on se comportait mal, et au paradis si on se comportait bien, à un Dieu juste et rémunérateur, il est évident que c'était quand même un élément extrêmement important pour éviter le mal et faire le bien. Ça n'empêchait pas évidemment le péché originel, ça n'empêchait pas qu'il y ait une criminalité ordinaire, mais on n'avait pas des crimes aussi nombreux, aussi atroces, et mettant en cause des gens aussi jeunes, quasiment des enfants ou des préadolescents. Et qui ne regrettent pas. Et qui en plus, dans le cas précis, ne regrette pas. Alors dans le cas de Saint-Jean-de-Luz, il avait dit que c'était pas lui, que c'était une voix intérieure de lui-même qui lui avait dicté ça. Voilà. Alors là, on a dit qu'il n'y a pas de problème psychiatrique. Bon, on ne sait pas ce qu'il en est, tout cela, mais il est évident que déjà le monde
du virtuel qui prend des proportions considérables et qui en prendra de plus en plus, plus la décomposition des familles, le fait que maintenant les deux parents travaillant, quand encore ils sont pas séparés, parce que dans 2 cas sur 3, je crois, c'était des parents séparés ou divorcés. Il semble pas que ce soit le cas dans le cas précis, encore que je n'ai pas réussi à en savoir beaucoup parce que il y a une rétention d'informations qui est quand même très regrettable, parce que ça nous permettrait quand même de mieux comprendre finalement ces drames et de mieux les analyser, de mieux les commenter, qu'on ne peut le faire compte tenu des bribes d'informations dont on dispose. Mais enfin, en tout cas, moi à mon époque, j'étais collégien puis lycéen dans les années 80-90, puis après en université, c'était inimaginable. C'était inimaginable en France, et même, je pense, dans la plupart des pays du monde, c'était encore inimaginable à l'époque. Aujourd'hui, vous avez ça, aux États-Unis, vous avez souvent des fusillades dans des collèges et lycées, voire même parfois dans des écoles primaires. En Autriche, j'ai vu aussi qu'il y avait un élève qui avait tué, au même moment d'ailleurs que l'affaire de Nogent, plus de 10 personnes, qui en avait blessé encore d'autres, enfin, des choses hallucinantes. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que c'est les explications qu'a donné ce jeune homme, qui ne valent que ce qu'elles valent. Est-il sincère? C'est possible. En tout cas, il a dit que, d'ailleurs, comme dans le cas de Saint-Jean-de-Luz, il y a un côté, semble-t-il, un peu prémédité dans cette affaire, puisqu'aussi bien le vendredi qui a donc précédé le drame, il y avait le week-end de Pentecôte, il dure 3 jours, donc le dernier jour où il était à l'école avant ce qu'il faut bien appeler un assassinat, eh bien, une surveillante passait finalement qui l'a poignardé mortellement, mais une autre lui avait fait une remarque parce qu'il aurait embrassé sur la bouche, je crois, sa petite amie. Bon, d'ailleurs, je suis très étonné de cette remarque parce que moi j'ai constaté que les collèges et les lycées, c'est un lieu de luxure généralisé en général, donc je suis très étonné de ça. Peut-être que c'était quelqu'un qui manque quelques un peu principes. musulman ou... Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est étonnant. Toujours dit qu'il l'a très mal pris, il a ruminé ça tout le week-end, c'est ce qu'il a dit, ce qui prouve qu'il y a un acte de préméditation et qu'il a voulu se venger des surveillantes en général. Et donc c'est la première surveillante qu'il a trouvée, qui n'était pas celle qui lui avait fait cette réflexion, qui l'a tué. C'est en tout cas ce qu'il a dit. Et là, je crois que c'est aussi intéressant comme à noter, parce que moi j'ai souvent constaté autour de moi aujourd'hui que beaucoup de jeunes, je ne dis pas tous, il faut généraliser, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui ont beaucoup plus de mal à supporter, accepter des remarques, des critiques, fussent-elles fondées, même si c'est jamais agréable évidemment de recevoir une critique ou un reproche ou être apostrophé, etc. Mais ont du mal à le supporter. Et ça peut amener parfois, ils ont du mal à gérer la frustration, la contestation, la contradiction. Et ça, c'est quelque chose qui est effrayant. On voit autrefois, c'était même parfois un excès inverse, c'était presque parfois militaire dans certains cas, mais en tout cas, aujourd'hui, il est clair que l'adulte, celui qui a une autorité éducative ou autre, eh bien, s'il essaye de la mettre en œuvre, même en essayant d'être pondéré, de faire preuve autant qu'on le peut de pédagogie, de douceur, etc., si on est amené à un moment donné à faire des remarques, vous avez effectivement des adolescents qui peuvent, pardonnez-moi l'expression, péter un plomb, complètement. Voilà. Alors, heureusement, c'est l'orgueil blessé, très, très facilement blessé. Oui, il y a une susceptibilité très importante. Heureusement que ça n'arrive pas systématiquement, mais j'ai constaté autour de moi, souvent, je pense que beaucoup de gens le voient, que c'est très... Alors après, ça dépend évidemment aussi des personnalités, des tempéraments, de plein de choses. Mais il me semble qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour les jeunes gens de supporter une autorité. Voilà, et de supporter des remarques, même quand elles sont fondées. En même temps, ça fait très post-mai 68 et c'est un peu voulu dans l'éducation, quoi. On paye des effets qui remontent à très loin. C'est désastreux, c'est désastreux. Mais si vous voulez, il y a aussi le fait qu'à partir du moment où on a mis en cause l'autorité du père de famille, puisque maintenant il y a une égalité totale, il y a un égalitarisme total. Or, dans une entreprise, dans n'importe quelle structure, il y a forcément un chef. Un chef, c'est pas forcément un tyran. C'est vrai que le père, c'est la loi aussi. Voilà, c'est pas forcément un tyran. Qu'est-ce qu'on va pas là. Déjà, le fait qu'on ait supprimé le père de famille, c'est ça début des années 70, hein, loi sous Pompidou. Oui, c'est les années 70. C'est début des 70. Eh bien, la fin du patriarcat, entre guillemets. Absolument, absolument. Et même après, le fait qu'on mette au même niveau les enfants adultérins, des enfants légitimes, c'est un scandale. 70-72. Bon, d'ailleurs, on parle d'autorité des parents aussi, c'est-à-dire il y a une distinction entre père et mère. Bon, ça, c'est un effet considérable, si vous voulez. Voir les parents homosexuels. Bien sûr. Non, mais déjà, quand on avait décapité Louis XVI, symboliquement, c'était quand même très fort. Bon, mais il est évident que dans les années 70, la disparition, la négation de l'autorité paternelle, hein, et le féminisme ambiant, qui atteint des proportions considérables. Hein. C'est un peu l'aboutissement certains que ça a des conséquences qui sont tout à fait dévastatrices. Hein. D'ailleurs, il y a cet élément où souvent ces adolescents n'ont que leur mère.
Alors je sais pas si dans le cas de la Marne, c'est le cas. Il y a de plus en plus de structures monoparentales, effectivement, c'est souvent effectivement la mère. Alors c'était le cas, effectivement. Parce qu'un jeune adolescent incontrôlable, une mère, à moins d'être d'avoir énormément de caractère. Absolument. C'était le cas dans l'affaire de Saint-Jean-de-Luz. Il avait d'ailleurs très mal vécu, ce jeune homme français de souche, il avait très mal vécu le divorce. On dit en général que c'est souvent l'adolescence ou la préadolescence que c'est plus difficile pour les enfants de vivre le divorce. Moi j'ai pas mal ou la séparation. J'ai pas mal de cas autour de moi. Le pire moment, c'est... c'est le pire moment. C'est pire que dans la petite enfance, quoi. On se rend moins compte. C'est en général entre 10 et 14 ans, 10 c'est l'adolescence révoltée. C'est le pire, en général. On rajoute ça... C'est le pire, voilà. Et donc, il faut comprendre que les enfants, ils sont ballottés. Parce que maintenant, c'est souvent le régime de la garde alternée. Donc, ils sont ballottés d'un parent à l'autre. Puis souvent, il y a un tiers qui intervient. Parce que très souvent, le père ou la mère, parfois les deux, se remettent à quelqu'un d'autre. Donc, on se retrouve avec un inconnu, parfois étranger. En général, les enfants, c'est assez logique, n'ont pas une sympathie instinctive parce que c'est un nouveau venu qui remplace le père ou la mère. Donc forcément, il y a une hostilité au départ. Elle dure, elle ne dure pas. Mais c'est toujours des relations compliquées. Il peut y avoir des demi-frères et demi-sœurs. C'est très fréquent. C'est souvent très compliqué. Moi, tous les témoignages que j'ai autour de moi, c'est exceptionnel que les choses se passent bien. Et même quand on dit qu'elles se passent bien, en général, on fait semblant. C'est pas des relations authentiques. C'est le bazar généalogique. Ça n'est pas voulu par Dieu et par la nature, si vous voulez. Ça. Donc forcément, tout ce qui est contre nature, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a rien à faire, quoi. On va dire ce qu'on veut, voilà. Donc, mais la société promeut ça. C'est-à-dire qu'autrefois, quand vous y avez des difficultés dans une famille, dans un couple, on recollait le vase. On essayait de faire en sorte que ça s'arrange parce que la société allait dans ce sens, elle est dans le sens de la stabilité. Puis c'est mieux comme ça, d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. À la première difficulté, on s'en va. Par conséquent, évidemment, c'est compliqué. Et puis le fait aussi que quand on croyait en Dieu, on s'engageait devant Dieu, ça n'est pas rien. Si on a une foi profonde et sincère que Dieu c'est pas simplement ornemental, ça a quand même une importance, voilà. Et puis il y a des grâces qui sont attachées au sacrement du mariage. Et dès lors qu'on y croit et qu'on fait le nécessaire, je veux pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, parfois graves, mais enfin. Comme ça aide les forces de la nature qui sont parfois plus limitées. Donc voilà, donc si vous voulez, dans une société complètement décomposée telle que on la vit aujourd'hui, malheureusement, on peut prédire la multiplication de ce genre de drames et de crimes absolument épouvantables. Puisque là, en l'occurrence, c'était même pas, c'est presque un acte gratuit, si vous voulez. C'est un peu comme l'Afcadio, là. Qui dans un train, simplement par acte gratuit, va jeter du train un passager, un voyageur. Et bien là, en l'occurrence, c'est presque ça. C'est une vengeance contre le corps des surveillants, et c'est même une surveillante à laquelle il n'avait eu aucun différend, qu'il va donc poignarder. Et là, c'était sur l'accumulation Oui, il y a sûrement une accumulation de rancœur. J'imagine qu'il y avait sans doute des problèmes familiaux et autres. En général, c'est comme vous dites, il y a un effet d'accumulation, souvent, ou un effet cocotte minute en quelque sorte. Mais là, quand même, il y a quand même une certaine préméditation, ce qui rend encore le crime encore plus abject, si vous voulez, parce qu'à la limite, quelqu'un sous un coup de sang, c'est toujours tout à fait condamnable, mais disons que c'est quand même moins grave, mais c'est très grave, c'est presque un peu moins grave que la préméditation. La préméditation, il y a quand même un degré de haine, un degré de calcul, et après, surtout, il n'a manifesté aucun regret. Donc c'est quelque chose quand même d'effrayant, de terrifiant, de saisissant, cette affaire de bout en bout. Et malheureusement, je constate que ça arrive de plus en plus, et que ça ne concerne pas forcément des gens d'origine extra-européenne. Voilà. Ça concerne aussi des Français de souche. Donc ça montre vraiment l'ensauvagement de la société. Et quand même, en plus, avec des couteaux, c'est quand même particulièrement barbare. C'est quand même... c'est quelque chose qui et en plus, en général, il y a un acharnement. C'est-à-dire que dans tous les cas qu'on a vus, c'est pas un coup de couteau qui est donné. C'est 7, c'est 8, c'est 10, je crois que dans un cas, c'est plus de 40. Donc on vise d'ailleurs souvent les zones vitales, etc. Enfin, il y a une barbarie quand même, une forme de folie en quelque sorte, qui est quand même absolument impressionnante. Mais je pense aussi, il faut mettre en cause les jeux vidéo. Et le virtuel. J'ai déjà dit que la création du smartphone en 2007, certes,
elle a incontestablement un certain nombre d'avantages. Votre enfant a un smartphone, vous savez pas où il est, vous l'appelez, il répond, vous êtes rassuré. Oui, c'est un certain nombre d'avantages, c'est incontestable. Encore qu'il y a beaucoup d'abus, parce que moi j'ai vu des gens, par exemple, qui prenaient le train. Bon, il fallait que tous les 5 minutes, ils disent où ils étaient à leur fiancé ou à leurs parents ou à leur petite amie. Bon, alors que ça ne sert à rien. C'est ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une perte de temps, une inutilité, alors il y a en plus un narcissisme. Bon, les gens qui se prennent en photo en permanence. Enfin, quand il était m'arrive de prendre le train ou des différents transports en commun, ce qui n'est pas très fréquent, mais je suis atterré, si vous voulez, des conversations. En général, hein. Voilà. Et, non, mais de ce point de vue-là, le smartphone, il y a une baisse, si vous voulez, de la qualité humaine, si j'ose dire, sans même parler du langage et autres. C'est effrayant. Où sont le temps de la galanterie là? Je regardais avec mes enfants une pièce de théâtre l'autre jour, jouée, je crois, dans les années 50, Les femmes savantes de Molière. Bon, bah, c'est une langue délicieuse, les acteurs jouent très bien, les jeunes femmes sont magnifiquement habillées, comme on l'était au XVIIe, avec une langue superbe. Mais là, on a l'impression qu'on est dans deux mondes complètement différents. C'est un régal pour l'esprit, parce qu'en plus, il y a de l'humour, il y a de l'ironie, il y a une belle langue. C'est merveilleux, Molière. Hein. Je ne dis pas que ses idées étaient forcément toutes à tout point comment dirais-je, à défendre. Mais en tout cas, ces pièces sont magnifiques. Bon, voilà, c'est vrai que c'est le grand siècle classique, etc. Mais c'est magnifique, quoi. Voilà. C'est magnifique. Et en plus, le théâtre à l'époque, c'était quand même très bien joué. On respectait vraiment le texte, les costumes, c'était magnifique. Bon, je me suis régalé pendant 2 heures. Bon, voilà. Et donc, vraiment, voir les vieilles pièces de théâtre, les vieux films, etc. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Alors, on va me reprocher. Et là, vous ressortez de la pièce et puis vous déprimez, quoi. Voilà. On va me reprocher d'être passéiste, mais bon, je suis désolé, c'est magnifique. Il y a la belle littérature, la belle langue, les beaux sentiments, c'est quelque chose de merveilleux. Passons donc au deuxième sujet, avec le fait que l'Angleterre ait repoussé donc, la pratique de l'avortement, en termes de possibilités de loi, jusqu'au dernier jour, en fait, jusqu'au dernier moment. Donc désormais, on peut, a priori, aspirer l'enfant, etc. Donc, bon. Le mal entraîne le mal. La transgression appelle la transgression, l'interdit nourrit l'interdit. Et il est bien évident qu'à partir du moment, vous savez, une porte, elle doit être ouverte ou fermée, elle doit être entrouverte. Hein, voilà. Donc, soit on maintient les principes, soit à partir du moment où on commence à abdiquer les principes, à trouver des exceptions, des circonstances atténuantes, telles que finalement on considère que ce qui est objectivement un crime peut être autorisé en certain nombre de cas. Il n'y a plus de limite. Et vous voyez très bien ce qui s'est passé en France. On a commencé avec la loi Veil en 1975, il y a tout juste 50 ans cette année, à dire 10 semaines, avec un entretien préalable, condition de détresse, laquelle n'est d'ailleurs pas définie, et finalement on en est aujourd'hui, on considère comme un droit élémentaire fondamental qui est dans la Constitution. On est passé à 12 semaines puis à 14 semaines, il n'y a plus d'entretien préalable, voilà, il n'y a plus de condition de détresse. Bon. Donc on voit très bien que la transgression appelle la transgression, le mal appelle le mal. Et c'est ce qui se passe en Angleterre, c'est le cas déjà aux États-Unis, dans un certain nombre de pays. On peut tuer l'enfant, tuer le fœtus, sans aucune raison, après décision de la mère, hein, puisque même si le père s'oppose, même s'ils sont mariés, on ne peut rien faire, il faut le savoir. La raison, c'est je veux. Voilà, exactement, c'est ça. Mon corps m'appartient, alors que non. D'abord, c'est pas son corps, c'est dans son corps, mais c'est pas son corps, déjà. Bon, voilà, faut préciser. Et encore une fois, la vie ne nous appartient pas. Mais vous voyez, l'athéisme de masse. J'ai vu qu'il y a un sondage récent, 59%, c'était 51 il y a 2 ans. Maintenant, c'est passé à 59%. 59% des Français se disent athées. Pas simplement agnostique, athée, ça va loin. Quand vous avez une société où vous avez 60% des gens qui ne croient pas en Dieu, comment voulez-vous que ça n'ait pas des conséquences considérables? Parce que si tout se joue sur Terre, qu'il y a rien avant la naissance, surtout qu'il n'y a rien après la mort, rien avant la naissance, on sait, mais qu'il n'y a rien après la mort, les conséquences, elles sont incalculables. Qu'est-ce que vous voulez il faut dans ce cas-là essayer de jouir sans entrave, d'être dans un égoïsme total. Et il est bien évident qu'à partir du moment où il n'y a plus de surnaturel, plus de spiritualité, les conséquences, elles sont catastrophiques. C'est non seulement le matérialisme le plus total, mais je dirais même le cynisme le plus total, l'égoïsme le plus monstrueux, et à la limite, à l'arrivée, les mœurs les plus barbares. Hein, j'écrase l'autre pour exister. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il faut bien comprendre que, je ne vais pas revenir, parce que dans la vidéo, ceux qui s'intéressent au sujet peuvent y revenir, j'ai parlé assez longuement de l'euthanasie, les raisons à la fois économiques et idéologiques pour lesquelles on souhaitait mettre en œuvre ce projet mortifère et criminel. Oui, nous avons qui va passer. À... Il est passé en première instance, il doit aller au Sénat, il doit revenir en fin d'année ou début d'année prochaine au Palais Bourbon, mais il sera de toute façon appliqué, il faut pas se faire d'illusions. Et ça va être un bouleversement
anthropologique, civilisationnel, absolument considérable. Il faut en avoir conscience, parce qu'il faut savoir que les lois changent les mentalités, et qu'à partir du moment où on fait sauter un tabou, qu'on fait sauter un verrou, les conséquences, elles sont considérables. Tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, les demandes explosent d'année en année. Il y a tout un marché de la mort là-dessus, j'ai déjà expliqué, même avec des kits, voilà, où le bon euthanasie votre mère, votre grand-mère, on vous distribue, enfin, il faut payer quand même, un café, une madeleine, on montre une vidéo, des photos de la personne pendant qu'elle est piquée, quoi. Voilà, bon, faut le savoir, voilà, c'est absolument horrible, quoi, voilà. Et on va nous parler de mort dans la dignité, enfin, tout ça est abominable, hein, bon. Mais il faut bien comprendre que, enfin, le problème c'est qu'il faut toujours revenir au concret, parce que quand on prend les principes et qu'on est un petit peu abstrait, les gens ne comprennent pas forcément, sauf si ils adhèrent déjà à votre discours. Mais il faut comprendre que un enfant, il n'y a rien de plus beau qu'un enfant. Un enfant qui apprend à marcher, qui vous tend les bras, qui vous sourit, qui rit aux éclats, c'est quelque chose qui est merveilleux. Bon, un enfant, il n'y a pas de plus beau bonheur au monde, à part peut-être le jour de son mariage, que le fait d'avoir des enfants. C'est magnifique, des enfants, surtout des enfants petits. Hein, c'est magnifique. Bon, c'est une véritable merveille. Bon. Et donc, que l'on tue des bébés à naître, c'est quelque chose qui est absolument effrayant. Hein, et c'est tout à fait industriel, c'est monstrueux. Aucune société, qui est toujours des avortements, l'homme étant l'homme, et avec le péché originel c'est une chose, mais qu'on légalise cela, et qu'on le rembourse à 100%, hein, même mieux qu'un rhume, ou n'importe quelle maladie à 100%, tout est remboursé, compris les écoles. Mieux que les dents. 100%, mieux que les dents et les lunettes, hein, mieux que tout, 100%, et qu'en plus on glorifie ce crime, et qu'il y a même maintenant un délit d'entrave à l'IVG, comme ils ont voté un délit d'entrave à l'euthanasie. Oui, ils ont voté c'est-à-dire que la loi n'est même pas votée, ils ont fait un délit d'entrave à l'euthanasie, vous vous rendez compte, délit d'entrave à ce qu'ils appellent délit d'entrave à la comment on appelle ça, enfin à la mort active, à la volonté de mourir, quoi, etc. Voilà. Voilà, parce qu'il y a euthanasie, suicide assisté, voilà. Oui. Voilà. Et donc c'est effrayant. Hein, voilà. Parce que l'avortement, entre le vote de l'avortement 75 loi Veil et la loi Neyert 1993, il y a eu 18 ans d'écart quand même. Là, la loi n'est même pas votée, ils mettent tout de suite un délit d'entrave. Donc vous voyez qu'on est quand même parce qu'ils savent que ça va être contesté sinon ou... Bon, dès qu'on le délit d'entrave, 2 ans de prison ferme, 2 ans de prison ferme, 30 000 € d'amende. Pour dire qu'on n'est pas comme pour l'avortement. Il y a un délit d'entrave à l'avortement, il y a aussi un délit d'entrave numérique. Hein. On est dans la folie pure. Et il faut bien comprendre les conséquences. Ça veut dire que quelqu'un qui à un moment donné est un peu déprimé, finalement sous l'influence de l'entourage, ou parce qu'ils se sent inutiles, a envie à un moment donné d'en finir, bah, l'enfant, la sœur, le frère, le parent, l'enfant qui pourra dire non, il faut pas le faire, on est là, c'est qu'un moment difficile à passer, c'est qu'un moment de blues et tout ça. À mon avis, dans beaucoup de cas, ils auront tellement peur de la prison qu'ils le feront pas, les gens. Hein, voilà, c'est fait pour ça d'ailleurs, c'est pour intimider, c'est comme pour les lois dites antiracistes, antirévisionnistes, etc. C'est la même chose, et ça marche à fond. Hein, on intimide les gens. Il y a une autocensure, d'une part il y a une autocensure, et en plus ça amène à accepter l'inacceptable. Donc il faut bien comprendre ça, parce qu'il faut comprendre, et là je voudrais en dire un mot quand même pour que les gens comprennent, parce que tout ça peut paraître assez vague, mais il faut bien comprendre que la beauté de la famille, de la nation, la beauté de la civilisation, c'est la solidarité, l'entraide entre générations. C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que l'enfant à qui les parents apprennent à marcher peu à peu, eh bien, ce même enfant, quand il deviendra grand, eh bien, c'est lui qui, lorsque ses parents auront du mal à avancer, du fait de l'infirmité de l'âge, du fait des maladies, de la vieillesse et tout ça, eh bien, prêtera son épaule pour que ses parents marchent à leur tour, alors qu'ils ont du mal. L'enfant que la mère aura bordé avec amour, avec grande affection, grande tendresse, elle aura réveillé le matin et que l'enfant écarquille les yeux, eh bien, cet enfant, lorsque sa mère sera vieille, cet enfant qui bordera sa mère, qui sera auprès de son lit et qui, au besoin, au moment de sa mort, lui fermera les paupières. Donc, vous voyez, ce sont comment dirais-je, cette entraide entre générations qui est magnifique. La vie, c'est ça. Hein, voilà. Et donc, du premier instant jusqu'à la mort, et cette dépendance qu'ont les uns les autres, finalement. Hein. Le bébé qui, pour lui-même, n'est rien, il a besoin de ses parents. Et après, à l'inverse, les parents qui deviennent vieux, qui, par certains côtés, parfois retombent en enfance. On le voit parfois.
C'est précisément le devoir d'assistance, l'amour qu'on a pour ses parents fait qu'on leur rend un peu, autant qu'on le peut, ce qu'ils ont pu nous donner, nous apporter, voilà, les nuits où les enfants étaient malades, les nuits où ils pleuraient, tout ça, et on se retrouve à aider autant qu'on le peut nos parents à la fin de leur vie. Voilà, c'est ça la beauté finalement. Et l'euthanasie, ça va absolument contre ça, c'est l'horreur absolue. Et vous imaginez après les chantages à héritage, même entre enfants, enfin c'est absolument horrible si vous voulez, horrible. Bon. Et puis il y aura tout un marché de la mort là-dessus, parce que même les infirmières, vous vous rendez compte qu'on demande à des soignants de donner la mort. Vous voyez véritablement à quel point on est dans l'inversion la plus totale, c'est diabolique tout ça, etc. Des rédactions réticentes, mais le problème c'est qu'on nous dit clause de conscience, mais clause de conscience, comme disait l'infirmière que j'entendais là, à la radio l'autre jour, eh bien elle dit oui mais de toute façon, vous pensez bien que si vous le faites pas, que les autres le font, très vite on sera renvoyé, il y aura des pressions psychologiques énormes, parce qu'il faudra que le service fonctionne, qu'il faut des lits, il faut des lits qui se vident, il faut que ça avance, il faut que ça fonctionne. Une société tout à fait technicienne, hein, je veux dire, la technique qui l'emporte sur l'homme, l'efficacité, la pseudo-hygiène sur la morale, hein, voilà, sur les principes et les vertus, et donc c'est évident, donc ça va créer une pression considérable, d'autant plus que les relations de travail aujourd'hui c'est de pire en pire. Moi tout ce que j'entends trop de moi, les souffrances au travail, parce que vous avez de plus en plus de gens qui ont des problèmes psychiatriques aujourd'hui, qui sont incapables comment dirais-je, de travailler dans le cadre d'un groupe, etc. Bon, en plus vous avez souvent les pressions parfois terribles des employeurs, c'est quelque chose d'effrayant, hein, bien souvent le travail. Pourquoi moi j'encourage tous les gens qui le peuvent, c'est pas toujours possible, mais quand ils le peuvent, de travailler à leur compte, hein, d'être son propre chef, hein, autant que faire se peut, parce que même s'il y a des difficultés, au moins vous êtes quand même libre. Bon, une liberté relative, hein, évidemment, ici-bas, mais parce que les relations de travail, c'est horrible, hein, très souvent. Hein. Bon, ce qu'on me raconte, il y a des choses vraiment épouvantables. Bon. Donc, encore une fois, on voit très bien que l'euthanasie, comme l'avortement, c'est aussi briser ces liens d'amour, de tendresse, de solidarité entre générations qui font la beauté de l'être humain, qui font sa noblesse. Dire comme dans le règne animal, hein, finalement, on est pire que les animaux, parce que les animaux, les parents quand même s'occupent des bébés, voilà, il y a quand même, voilà, donc alors que là c'est vraiment quelque chose qui est vraiment contre nature, hein, c'est absolument effrayant. Et le problème c'est que il faut comprendre qu'un individu peut parfois s'arrêter devant de mauvais principes, une société jamais, elle va jusqu'au bout. Oui, on en est à la transsexualité. L'homme doute les lois, pas vraiment. Oui. Donc voilà, donc c'est effrayant. Donc il faut vraiment rappeler les principes, et je crois que c'est très important, et le Christ il parlait toujours en parabole, parce que ça touche davantage le cœur, il faut toucher le cœur des gens, toucher leur intelligence, toucher leur cœur, leur montrer simplement par la réalité des faits, l'horreur de l'avortement, l'horreur de l'euthanasie, vous voyez. Il suffit de voir un enfant, de ce qu'est un enfant, des parents qui deviennent vieux, etc., qui nous ont aidés, qui nous ont éduqués, qui nous ont soignés, c'est à notre tour de le faire quand ils deviennent vieux. Quand on le voit ainsi, c'est magnifique. Et on comprend que se sacrifier dans ce sens-là, ça peut être magnifique. Et qu'au fond, les efforts qui sont faits, on en est heureux ensuite. C'est évident. Alors vous vous rendez compte, euthanasie ou laisser euthanasier ses parents, c'est une abomination sans nom. Hein, voilà. Donc il faut vraiment garder les principes, refuser absolument tout cela. Voilà. Donc vous avez fait ce parallèle des délits d'entrave à l'IVG, idem pour l'euthanasie. Il y a aussi ce parallèle où l'antisionisme devient antisémitisme, le complotisme aussi est antisémitisme, et donc là, il y a eu un grave événement dernièrement, on s'y attendait un peu, mais Israël s'est mis à attaquer, à bombarder l'Iran, qui, semble-t-il, donc riposte ensuite, hein, c'est dans cet ordre-là que ça s'est déroulé. Mais voilà, là, on passe quand même à la guerre en actes. Eh bien, il faut bien comprendre que, quand Macron, pas simplement Macron, mais ose dire, alors que c'est Israël qui objectivement attaqué l'Iran, c'est un fait objectif, c'est incontestable, ose dire Israël a le droit de se défendre et de se protéger. Vous vous rendez compte? Là aussi, on est dans la version accusatoire. On est dans le mensonge Marine total. Le Pen l'a dit aussi, oui. Non, oui, de toute façon, c'est dans pareil. une autre version. C'est la même chose, hein, ouais, voilà. C'est Macron en jupon. Enfin, sauf qu'elle n'a pas de jupon, mais bon, voilà. Hein, elle boit plus, elle fume plus. Les gars de la marine Trudel qui avec des jupons. À Gay Pride sur les chars, tout ça, bon, avec Sébastien Chenu, tous les autres, tout ça. Le bastion du RN. Voilà, exactement. Hein. Bon, bref, je m'arrête, sinon je vais déraper, on aura encore un procès, donc j'arrête, hein, je croule déjà sous les procès. Bon, on ne peut plus rien dire, c'est effrayant, même sous forme d'humour, on ne peut plus aujourd'hui. Hein.
D'ailleurs, on nous l'a dit, notre Martine, on a perdu. Rivarol n'est pas un journal humoristique, n'est pas un journal satirique. Seul le Gorafi, le Canard enchaîné, ont le droit à la satire. Rivarol n'a pas le droit. Voilà. Rivarol n'a pas d'humour, il faut le savoir. Voilà. Hein, il faut que ce soit pourtant, c'est omniprésent, tamponné. Oui. J'allais dire cacherisé, c'est très l'humour. Bon. Voilà. Alors, bref. Donc, vous vous rendez compte, je disais tout à l'heure, c'est une inversion, un mensonge de dire, une folie de dire, de demander aux soignants de donner la mort alors qu'ils sont faits pour soigner. Et là, dans le cas d'Israël et de l'Iran, on dit que c'est l'Iran l'agresseur, alors que c'est l'agressé. C'est quand même hallucinant. C'est contraire ce que fait l'entité sioniste au droit international. Aucun élément probant et objectif ne permet de dire et d'affirmer que l'Iran a la bombe atomique, la bombe nucléaire. L'aurait-il d'ailleurs, en quoi ce serait scandaleux, l'Inde et le Pakistan non, l'entité sioniste là, pourquoi il y a des pays qui auraient le droit de l'avoir et pourquoi d'autres ne l'auraient pas, hein, voilà. D'ailleurs j'observe qu'on parle toujours, les journalistes, du régime des mollahs pour l'Iran, on ne parle pas du régime des rabbins pour l'entité sioniste. Hein. Non mais déjà la façon de présenter les choses, etc., est quand même tout à fait fallacieuse. Bon, donc, vous vous rendez compte quand même, quand on y réfléchit, hein, que Netanyahou, qui est donc un homme politique génocidaire, qui est même poursuivi dans la Cour pénale internationale pour génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et d'ailleurs, tous les jours, ça continue à Gaza, hein, c'est toujours le tir au pigeon. Hein. Là, j'entendais encore aujourd'hui la radio, tous les jours, entre 50 et 100 morts, des centaines de blessés. Et d'ailleurs, il parque les Palestiniens dans des cages pour l'aide alimentaire. Et finalement, au moment de leur redistribuer, on les tue. On les tue, y compris des enfants. Voilà. Et c'est volontaire, c'est évident. D'ailleurs, un homme politique israélien l'avait dit, il faut en tuer 100 par jour. Hein. C'est ce qu'ils font. Hein. Ils sont peut-être au-dessus même de la ration. Bon, voilà. Donc, voilà. Et ils font ça en toute impunité, etc., tout en continuant la guerre en Iran. Hein. D'ailleurs, c'est évident que c'est les États-Unis qui leur donnent des armes considérablement, parce que je veux dire, c'est sans limite, hein. Ils sont sans limite. Bon. Oui, des avions, matériel. Les États-Unis, dont on sait depuis très longtemps que c'est une colonie juive. Hein. D'ailleurs, c'est Henri Coston qui avait écrit déjà des années 30 un opuscule qui s'appelait, je cite, l'Amérique juive. Bon, les choses n'ont pas changé, ne sont pas améliorées depuis. Hein. Voilà, donc quand on a compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses. Bon, alors, il faut quand même comprendre, si on fait quand même le bilan. Hein, depuis 35 ans, le Proche et le Moyen-Orient ont été complètement déstabilisés au nom de la domination israélienne sur la région, au nom du Grand Israël, hein, puisque l'objectif il est clair, il est le Grand Israël du Nil et l'Euphrate et la construction du troisième temple à Jérusalem. C'est ça l'objectif, hein, et c'est de plus en plus net. On a affaire à des messianistes, des fous furieux, mais des fous furieux qui ont quand même une certaine rationalité et qui sont prêts à mettre à feu à sang toute la région et s'il le faut le monde entier pour arriver à leur fin. On en est là. Hein. Bon, alors, ils ont, je vais très vite, mais il y a eu l'élimination de Saddam Hussein. Alors d'abord, première guerre d'Irak, je vais très vite, 1990, avec le mensonge éhonté des couveuses, comme quoi la soldatesque irakienne aurait renversé des couveuses et aurait écrasé les crânes des enfants koweïtiens. On a su par la suite que pour 10 millions de dollars, c'était une agence de publicité américaine qui avait été payée pour ça, et la jeune fille qui avait bien récité son texte, qu'on avait vu sur toutes les télévisions le soir, on a appris que, je crois que c'est la fille de l'ambassadrice américaine au Koweït, je crois, si je ne m'abuse. Bon voilà. Donc un mensonge, une calomnie abominable, hein, qui a justifié la première guerre du Golfe, et pour justifier la deuxième guerre du Golfe, ça a été rappelez-vous la fiole de Colin Powell, hein, qui devait contenir de l'anthrax, et en fait c'était de la poudre blanche, hein, voilà, la poudre de perlimpinpin, bon, je ne sais pas. Bon, et donc il n'y a aucune arme de destruction massive. Hein. Les seules armes de destruction massive, c'était celles que les États-Unis ont déversées, et leurs alliés ont déversées sur l'Irak, hein, rayant de la carte quasiment ce pays. Hein, alors que c'est un pays moderne, l'amenant à un niveau de chaos et d'anarchie, avec après ce sont des mafias, des groupes terroristes qui ont continué par la suite à faire des milliers et des milliers de morts. Mais déjà, on aurait pu remonter même à Dresde avec l'Allemagne. Non, mais déjà le blocus et l'embargo contre l'Irak avait déjà fait des centaines de milliers de morts et blessés. Hein, comme là, il y a des sanctions économiques depuis des années sans aucune raison contre l'Iran. Hein. Je rappelle que Obama avait conclu un accord sur le nucléaire iranien avec Téhéran, hein, et que une des premières choses que Trump a fait en arrivant en 2017, eh bien, c'est de rompre sans aucune raison, de manière unilatérale, cet accord. Il ne faut pas oublier comme tout ça. Et même tout le monde reconnaît que l'Iran respectait les conditions de cet accord. Donc l'agresseur dans cette affaire-là, objectivement, c'est vraiment les américano-sionistes. Hein, voilà. Donc ils ont comment dirais-je, liquidé l'Irak, le régime irakien, le régime libyen, on le sait avec Kadhafi, et c'était aussi monstrueux cette affaire-là. Ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, la Syrie avec Bachar al-Assad, ce qui, soit dit en passant, nous avons en plus des millions de migrants et des réfugiés en l'affaire Europe. Lampedusa
Canada notamment. En Europe, c'est évident. Donc les gens qui nous disent, même dans les milieux dits identitaires, tout ça, Israël c'est pas important, ou tromper de combat, ou tromper d'ennemis et tout ça, mais j'observe que ce sont les guerres des États-Unis et d'Israël pour Israël, soit d'Israël directement, soit des États-Unis, mais pour Israël de toute façon, dans la région, qui déstabilisent de manière abominable les pays du Proche-Orient, qui font des millions de morts et de blessés, et qui en plus nous amènent des millions de migrants en Europe, hein, avec tous les problèmes que ça pose. Donc il faut quand même réfléchir un peu, hein, et être quand même intellectuellement honnête, bon, et de bonne foi. Bon voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus. Mais donc il y a eu donc l'Iran, il y a eu l'Irak, pardon, il y a eu la Syrie, il y a eu la Libye, il y a eu l'Afghanistan, le Liban, on voit dans quel état il est, hein, voilà. Et donc ce qui leur restait à finir, c'était l'Iran. Donc c'est évident, voilà. Et donc l'objectif, c'est que faut bien comprendre que l'anti-sioniste ne supporte pas, ne souffre pas d'avoir autour d'elle des États modernes, ayant une armée, ayant une diplomatie, ayant des moyens civils et militaires, puisque là ils détruisent pas simplement les centrales nucléaires, qui sont d'ailleurs semble-t-il plus civiles que militaires. Hein. On n'a jamais apporté la preuve que c'était militaire jusqu'à présent, comme ils avaient détruit la centrale aux Irak donnée par la France à l'Irak, hein, au début des années 80. Là encore, sans sommation, au mépris du droit international, enfin l'antisioniste permet tout, hein, y compris donc de génocider un peuple, de l'affamer, de détruire des hôpitaux. Là on nous a fait tout un cinéma parce qu'il y a un hôpital qui accidentellement a été touché par un missile iranien. Manifestement c'était pas l'hôpital qui était visé, il y a quelques blessés, pas de mort d'ailleurs, mais ils en font un scandale alors que délibérément ils ont détruit tous les hôpitaux à Gaza, ils ont détruit également déjà en Iran, mais là de manière délibérée, mais là par contre, eux, ils ont le droit. Voilà. On n'en parle pas. D'ailleurs, la façon dont les médias présentent les choses, c'est absolument hallucinant. Il faut bien comprendre que l'entité sioniste, c'est une excroissance de la puissance juive en Palestine. Hein. Voilà, ça n'est rien d'autre finalement. Bon. Et c'est une excroissance criminelle, hein, puisqu'on voit finalement que, au nom de la sécurité d'Israël, c'est l'insécurité pour tous les peuples autour. Au nom de l'existence de l'État d'Israël, c'est l'inexistence pour tous, y compris pour des bébés palestiniens qui, par leur seule existence, dérangent. Donc il faut les tuer. C'est ça hein, l'idée. Hein. Ils en sont là. Hein. Bon. Et c'est ces gens-là auxquels il faudra être soumis. Et c'est pourquoi je dois dire que, là je voudrais quand même dire un mot, mais quand je vois la droite CNews, hein, pire que CNews, il n'y a pas. Parce que derrière une apparence de position de bon sens sur l'immigration, sur sa question sociétale, ils ont fait des reportages sur le personnage de Chartres, assez favorable aux traditionnalistes, alors tendance quand même ralliée, hein, pas tendance, bon, mais malgré tout, voilà. Donc ils font ça, mais finalement à l'arrivée, c'est pour quoi faire? C'est pour finalement amener leurs auditeurs, et malheureusement souvent ça marche, qui sont souvent des boomers d'ailleurs, à une adhésion inconditionnelle à l'antisioniste lobby juif, quoi. Voilà. Hein, et à ce qui cautionne des crimes abominables, des crimes de masse abominables. On est là, c'est-à-dire le génocide de tout un peuple, ce qui est fait en Iran, parce que faut pas se tromper. Ce sont à chaque fois des familles qui sont décimées, des enfants. Ils ont tué même des scientifiques renommés de haut niveau. En Occident, on n'a pas le droit. Alors là, c'est très important parce que je crois qu'en une phrase, tout est résumé. Hein. En Occident, on n'a pas le droit de s'approcher de la boîte noire de l'Holocauste pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je crois que tout est dit en une phrase, voilà. Et en effet, quand on dit il n'y a pas de liberté à Téhéran, tout ça, etc., mais enfin, en France, il y a de la liberté peut-être. Hein. Je suis bien placé pour savoir que sur toute une série de sujets de plus en plus nombreux, ce qu'ils appellent racisme, antisémitisme, homophobie, antisémitisme, voilà. Euthanasie demain. Alors, il faut bien comprendre que est antisémite tout ce qui déplaît au lobby juif. Hein. Voilà, donc ça fait du monde. Hein. Et donc, même Netanyahu a pu dire que l'ONU qui a fait quelques courtations verbales du fait de la façon dont il traite les Palestiniens, Netanyahu a dit l'ONU c'est une organisation antisémite. Voilà. Bon, mais je dois dire qu'aujourd'hui, au point où en sont les choses, je n'exclus pas qu'un jour, et je parle très sérieusement, on soit nous-mêmes ciblés hein, physiquement. Je ne le pensais pas jusqu'à présent. Et très bien, Frisson me le rappelait souvent, de son vivant, que Aaron Klarsfeld, donc le fils de Serge et Beat Klarsfeld, eh bien, avait dit que si Israël était ou se sentait en danger, menacé, il faudrait tuer les révisionnistes. Hein. Il l'a dit, il ne s'est jamais dédié de cette déclaration. Donc, si vous voulez, je pense que un journal comme Rivarol, qui a toujours soutenu le combat révisionniste, hein, le combat notamment du professeur Forisson, de Vincent Renoir et d'autres révisionnistes de manière constante,
depuis des décennies, ça peut être un jour une cible. Hein. Jusqu'à présent, c'est plutôt quand même des amendes, ils essayent des peines de prison, etc. On essaie de nous asphyxier, de nous éliminer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ceux qui peuvent nous aider, on mettra toujours sous la vidéo, pour ceux qui veulent encore faire des dons ou s'abonner, parce que on a eu des dons, je vous remercie, mais c'est pas encore suffisant pour sauver le journal, donc il faut continuer, hein, pour ceux qui le peuvent. Mais on voit très bien que leur volonté, c'est ça. C'est de nous asphyxier à minima, financièrement, mais il se peut qu'un jour ils aillent au-delà. Alors moi je vais dire tout de suite, si un jour ça arrive, j'ai aucune envie de me suicider, donc si on déguise ça en suicide, parce qu'il y a eu des suicides assez bizarres ces derniers temps, de gens de la DGSI, de gens du contre-espionnage ou autres, des suicides quand même très, très étranges, donc je dis tout de suite, si on dit que je me suicide, ce sera faux. Hein. Si j'ai un accident de la circulation, quel qu'il soit, il y a de fortes chances que ce soit pas un vrai accident, voilà. Donc je dis pas ça par paranoïa ou par pessimisme absolu, je ne dis pas que ça arrivera forcément, mais je dis qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pensé encore quelques semaines, mais j'ai l'impression qu'il y a une étape qui a été franchie. Quand on est capable d'assassiner froidement, et là en plus ils font pas de détails, hein, c'est pas simplement Ahmadinejad, hein, et sa femme et ses enfants, hein, je veux dire. Donc ils peuvent s'en prendre sans aucune difficulté à la famille qui est d'ailleurs pour rien objectivement de gens qui les dérangent. Hein, je veux dire, ça les gêne absolument pas, au contraire, ils font pas de détails. Hein, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui au point où sont les choses, tout est possible. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, je ne dis pas que c'est forcément l'hypothèse la plus probable ou en tout cas une hypothèse immédiate. Pour l'instant, ils sont surtout centrés, semble-t-il, sur l'Iran, mais je les vois tellement fanatiques. J'ai vu le collectif Stop on Riverol qui dit il faut que le journal périsse bien en enfer, etc. Donc c'est des propos d'une violence, d'une agressivité telle que même à une époque, il n'aura pas été aussi loin. Donc on sent qu'ils sont vraiment excités. Bon, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils soient excités et fanatiques et agressifs, mais là, on sent quand même qu'il y a un saut qualitatif qui a été largement atteint et dépassé. Et on voit très bien qu'ils ne supportent pas la moindre contestation, la moindre opposition, la moindre réticence. Vous voyez, même Villepin qui n'a pas dit grand-chose, il a attaqué, il a mis en cause. La moindre réserve verbale sur la politique génocidaire de Netanyahou, de leur politique exterminatrice, inhumaine, abominable. C'est un crime de lèse-majesté. Voilà, c'est déjà l'antisémitisme finalement. Et c'est là qu'on voit, si vous voulez, et là encore, je vais dire un mot là-dessus, c'est que finalement, soyons clairs, on retrouve toujours les mêmes finalement. Hein, parce qu'on va me dire je suis obsédé, mais non, encore que le joueur de tennis qui veut gagner Roland Garros, il est obsédé, il pense le jour, il pense la nuit, bon, voilà, il s'entraîne en fonction de cela, il a un régime alimentaire en fonction de cela, bon, tout est tourné vers ça, donc une obsession n'est pas forcément une vraie chose. Hein, le musicien qui veut composer une œuvre qui passerait à la postérité, il passe du temps, hein, il y a une forme d'obsession quand même. Hein, le fiancé, s'il est vraiment amoureux, il est un petit peu obsédé, alors ça dure pas forcément après, hein, puisque comme dit l'adage, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, mais toujours est-il quand même qu'il peut y avoir une option. Donc une option n'est pas forcément ni maladive, ni choquante en soi, bref. Mais bon, peu importe, la question n'est pas là. Bon, mais je vous prends juste quelques exemples récents pour que les gens comprennent quand même. Rappelez-vous les gilets jaunes. Hein, les gilets jaunes, ils se battaient parce qu'ils n'avaient plus de quoi vivre, faire vivre leurs enfants, ou des conditions très difficiles, etc. Ça avait commencé parce que l'essence et le diesel étaient trop chers à la pompe. Bon, et qu'est-ce qu'on a dit tout de suite? Bernard Lévy, Aziza, tous les autres, ils ont dit antisémite. Pourquoi? Parce que quelques-uns avaient dit, près de Rothschild, de tout ça, etc., de la finance un peu internationale. Voilà, en fait, ils ne savaient pas qu'ils étaient antisémites, les gilets jaunes. Hein. C'est comme M. Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Ils ne savaient pas que dire ça, etc. C'était pas possible. Il fallait qu'on leur dise. Et voilà, il fallait qu'on leur dise. Donc tout de suite, les gilets jaunes antisémites. Vous vous rappelez de ça? Bon, quelques années plus tard, 3 ans plus tard, passe vaccinal, passe sanitaire, passe vaccinal, il y a des manifestations contre cela, rappelez-vous qu'à San Fristo, une pancarte, il y avait un certain nombre de noms, Salomon et autres, qui étaient juifs ou supposés être juifs, etc. Tout de suite on a dit antisémitisme, elle en a pris plein figure, elle était perquisitionnée, elle était certifiée, donc c'est-à-dire qu'elle avait un statut de titulaire de l'éducation nationale. Ce qui est amusant, c'est qu'elle était prof d'allemand, ça s'invente pas, bon. Eh bien, elle était certifiée, elle était radiée de l'éducation nationale, juste pour une pancarte. Une pancarte, il y a un peu le mot juif dessus, mais ça a été considéré comme connoté, ça suffit. Voilà, eh bien, passe sanitaire vaccinal, on va dire antisémitisme. Donc à chaque fois que des Français, une partie des Français en tout cas, ont réagi avec bon sens pour essayer de défendre leur liberté, passe sanitaire vaccinal, pour défendre leur niveau de vie, de pouvoir éduquer dignement, décemment leurs enfants, etc., tout de suite on a dit antisémitisme. Vous voyez, c'est systématique. Donc qu'on ne dise pas que c'est moi qui exagère. Allez, les faits sont là. Si vous voulez. À chaque fois on les retrouve devant nous, contre nous. Je ne peux rien, moi. Je veux dire, voilà. Et rappelez-vous, même quand Le Pen est mort en début d'année, la seule chose qu'on a dans
les grands médias, qu'on a dit de lui, antisémitisme, le détail, antisémitisme, révisionnisme, donc tout est centré autour de ça, on n'en sort pas. Hein. Et c'est ça qui nous tue, si vous voulez. Hein, voilà. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de conseil à donner à la République islamique d'Iran, mais à mon avis, si il voulait faire quelque chose d'utile, comme saloperie qui nous détruit, etc. C'est le cœur nucléaire de leur pouvoir et de leur imposture. Hein. Donc ça, vraiment, ce serait vraiment quelque chose de bénéfique. Ça. Je doute qu'ils le fassent, mais ça, ce serait faire œuvre utile pour toute l'humanité. Hein. Parce que quand je vois que les collégiens et lycéens, d'ailleurs tant dans le public que dans le privé, on les amène en permanence, et du camp d'Émile, au mémorial de la Shoah, au Struthof et à Auschwitz, parfois ils font tout, ils font toutes les cases, comme au jeu de loi, bon, aux petits chevaux. Bon. Eh bien, c'est quelque chose d'abominable, parce que je veux dire, c'est une façon en plus de développer l'ethnomasochisme. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes Allemands qui se font stériliser aujourd'hui, parce qu'on leur dit vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont été des criminels, etc. L'aversion accusatoire, il y a en provenance. Ceux qui tuent, ceux qui génocident, ceux qui volent des terres, ceux qui, voilà. Et donc, ils sont spécialistes de la question. Ça fait 2000 ans qu'on subit ça. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il faut savoir à qui on a affaire. Donc, et là, je dirais que ce qui est quand même intéressant, c'est que les gens quand même, qui veulent voir, on voit qui on a affaire finalement. On voit ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils valent. Et ça c'est quand même intéressant parce que jusqu'à présent on disait toujours, là quand même parce que souvent en général ils passaient près des autres, les Américains, etc. Là ils agissent directement. Hein. Donc là on voit. On voit parce que on voit les déclarations des uns et des autres. Voilà, il n'y a pas que Meir Habib, il n'y a pas qu'Aziza. Tous ou presque, je veux dire, voilà, ils sont là-dedans. Là, ça passe à l'acte et ils soutiennent, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'expression de la moindre compassion, de la moindre réserve vis-à-vis voilà, de ce qui se passe. Donc, moi, je ne comprenais pas, quand j'étais enfant, quand on nous expliquait que les rois très chrétiens en France, à 11 reprises, avaient chassé les juifs. Bon, je ne comprenais pas qu'on nous parlait de pogrom, de ghetto, tout ça, etc. Je ne comprenais pas. Bon, quand on voit ce qui se passe à Gaza, on comprend davantage. Voilà. Hein. Vous paraphrasez presque Mein Kampf. Là, non, mais disons, je crois que c'est Bernard Kouchner, qui est d'origine juive pourtant, qui a dit, c'est la seule phrase intelligente qu'il aura dit dans sa vie. Il a dit chez Aziza en plus, il a dit, quand on voit ce qui se passe à Gaza, comment ne pas être antisémite. Alors, il avait dit ça. Bon, après, il a atténué, il s'est rendu compte qu'il a fait une boulette. Il s'est rendu compte qu'il a fait une boulette, quoi. Une boulette pas cachère, en l'occurrence. Mais tout était dit. Moi, je trouve que là, Kouchner, comment ne pas être antisémite quand on voit ce qui se passe à Gaza? C'est tout, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a envie de dire, je suis d'accord avec Bernard Kouchner. Et je suis désolé, mais dans toute l'histoire, les gens qui étaient quand même, qui a une certaine finesse d'esprit, un certain courage, du bon sens et du bon goût, ils avaient une certaine sévérité quand même pour ce peuple. Je veux dire, en général, il faut vraiment qu'on soit vraiment arrivé à une période de gens complètement esclaves, complètement soumis, complètement débiles, avec d'une lâcheté écœurante, pour qu'on soit à genoux devant ces gens-là. Et même des gens très républicains et libéraux, genre Voltaire, Victor Hugo, etc. C'est quelque chose quand même qui est effrayant. Je veux dire, voilà. Donc voilà. Donc nous concluons peut-être pour rappeler les auditeurs à s'abonner, à également faire des dons, à diffuser la bonne parole. Écoutez, si vous souhaitez une parole encore libre, eh bien aidez-nous. Aidez-nous, parce que là on a une dizaine de procès contre nous, tantôt c'est Martine et Tintin, tantôt c'est le général Khalan qui n'a pas supporté un jeu de mots sur Oradour, bon, voilà, l'année des décoration Oradour sur Glane, bon, voilà, bon, donc ça n'arrête pas, écoutez, si vous voulez nous aider, si vous appréciez, si vous goûtez cette liberté de ton, d'analyse, tant à l'écrit qu'à l'oral, eh bien écoutez, je n'ai pas honte de demander de l'aide, parce que, évidemment, c'est très compliqué, et on fait tout pour nous empêcher de nous exprimer librement. Je dois dire que Rivarol, en journal papier, à la fois sur abonnement et en kiosque, et je crois le seul en Europe à avoir cette ligne. Cette ligne où on dit la vérité, dans tous les domaines et tout cela, et je crois que ça peut, me semble-t-il, être apprécié, et que ça peut, me semble-t-il, mériter d'être défendu. Voilà. Et d'autant que là, même médiatiquement, nous sommes un petit peu menacés puisque YouTube a désactivé temporairement la chaîne qui est revenue. Bon, alors c'est revenu, mais c'est vrai que c'est très inquiétant. C'est pourquoi, si jamais vous voyez qu'on disparaissait, que soit que la chaîne disparaissait, soit que plus rien ne se passait, il y a Rivarol Odyssée et on essaiera de recréer une chaîne dans ce cas-là sur YouTube qu'on appellera sans doute Rivarol. Donc de toute façon, on vous le dira sur Odyssée, mais renseignez-vous à l'aide parce qu'on est sur Telegram, sur Odyssée, encore sur YouTube un petit peu, Twitter X, sur Twitter. Donc de toute façon, on vous donnera des informations. Si jamais on vous donnera des liens, si on doit créer une nouvelle chaîne, parce qu'effectivement, on peut à tout moment craindre le pire, parce qu'en plus, ils sont particulièrement excités, fanatiques et méchants de l'autre côté. Par conséquent, tout est possible. Très bien. Merci à vous, monsieur. Je vous remercie, à très bientôt, merci beaucoup. Au mois prochain.